Bon, Jean-Jacques, on va ouvrir cette revue de presse avec quel quotidien? Avec le quotidien Le Messager, qui s'intéresse particulièrement à cette plainte déposée par les avocats de Thierry Michel Atangana du côté de la France contre 3 membres du gouvernement. Thierry Michel Atangana parle dans cette plainte-là de séquestration. Il accuse Amadou Ali, Edgar Aleme-Bengo et Laurent Esso de séquestration, d'être les acteurs justement de son maintien en détention au Cameroun. On sait qu'il a reçu une autre peine de pratiquement 20 ans de prison il y a de cela quelques mois maintenant. L'affaire est désormais du côté des tribunaux parisiens, du côté de la France, et du coup le journal se souvient que c'est la suite de tout ce qu'on peut appeler pression faite par la France sur le Cameroun, en tout cas en précisant que François Hollande, dans chacune de ses sorties concernant la situation de ce franco-camerounais dans notre pays, n'a pas manqué d'indiquer tout simplement qu'il est peut-être temps aujourd'hui de songer à la libération de Thierry Michel Atangana, parce qu'il a déjà suffisamment payé sa dette contre la société camerounaise de par sa première condamnation. Il y a la seconde qui est arrivée et qui semble ne pas être acceptée du côté de la France. Dans ce contexte-là, le président Paul Biya a toujours voulu garder une certaine distance officielle par rapport à cette affaire. Il a souvent dit et indiqué lors de ses sorties médiatiques face aux journaux français par exemple, où il a tenu à indiquer tout simplement qu'il ne connaît pas personnellement Thierry Michel Atangana et que dans ce contexte-là, on ne saurait parler de bataille politique, mais qu'il laissait la justice poursuivre son travail pour qu'on ne parle pas justement d'ingérence, étant donné que la séparation des pouvoirs est acquise dans notre pays, estimait donc le président Paul Biya. La grande une de Le Messager, vous l'avez constaté, est consacrée justement à la dernière sortie du président Paul Biya. C'était le 31 décembre dernier, dans son message à la nation, lorsqu'il annonçait justement une sorte de plan d'urgence dans notre pays. Où est donc finalement passé le plan d'urgence de Paul Biya, s'interroge Le Messager ce matin, qui aura constaté justement que le chef de l'État a mis le doigt dans la plaie, a décrié plusieurs mots. Cela devait être accompagné justement d'une sorte de plan d'urgence. Lui-même l'avait annoncé. Il n'y a pas toujours 20 jours après cette sortie du chef de l'État de plan d'urgence. Et du coup, le journal pense que certains ministres essayent de prendre les devants en prenant la parole, en annonçant également des plans d'urgence sectoriels. On cite par exemple le cas du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui a eu justement à mettre également le doigt dans les mots qui minent le fonctionnement de son département ministériel en annonçant des changements majeurs dans la façon de fonctionner de ce côté-là. On cite également le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel-Ange Anguine, qui a également pris la parole là-dessus pour invectiver, comme on le dit souvent, ses collaborateurs, les amener davantage à travailler pour résoudre de nombreux problèmes. Patrice Ambassala, le ministre des Travaux publics, a pris également le taureau par les cornes de ce côté-là pour intégrer ce que les journaux, le journal Le Messager a appelé ce matin les plans d'urgence sectoriels. Mais la question fondamentale reste posée en la grande une de Le Messager ce matin. Où sont donc passés, où est donc passé le plan d'urgence de Paul Biya? Dans les colonnes du même journal, on peut lire au pied une un dossier pratiquement de 2 pages sur la nouveauté du côté du fonctionnement de la Ligue de football professionnel dans notre pays, qui va désormais passer, pour ceux qui est du championnat, de 14 à 19 clubs. Le saut quantitatif, s'interroge au journal. Va-t-il impacter sur la qualité des joueurs et du jeu dans notre pays? C'est un dossier pratiquement de 2 pages à lire dans Le Messager ce matin. Mutation est dans les kiosques et revient justement sur la sortie, il n'y a pas longtemps, de Peter William Manjo, député à l'Assemblée nationale, directeur de publication, on le sait, dans sa carrière journalistique du journal Le Front, qui a offert une conférence, une sorte d'interview la semaine dernière, dans laquelle il fustigeait le fonctionnement des services de sécurité dans notre pays. Il revient à la charge ce matin dans les colonnes de Mutation. Un député RDPC s'en prend à Mebengo et Bokam, c'est le titre choisi par le journal ce matin, qui va même plus loin en annonçant que le député Peter William Manjo souhaitait la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour davantage voir comment fonctionnent les services de sécurité ou les départements chargés de la sécurité dans notre pays. C'est une nouvelle interview qu'il propose justement aux colonnes de Mutation ce matin. Et il dit par exemple que dans ses propos, il n'y avait pas de sévérité. On ne peut pas parler de sévérité lorsque la sécurité du plus grand des Camerounais, c'est-à-dire le chef de l'État,
est menacé, comme c'était le cas du côté de l'hôtel Le Méris en France. Il ne peut pas parler, on ne peut pas parler de sévérité des propos lorsque le Cameroun est un peu pris d'assaut à l'est et au nord du pays. D'ailleurs, il le dit bien, au lendemain de sa dernière sortie médiatique, il y a eu une nouvelle situation du côté de Mani dans l'extrême nord, où les soldats nigérians ont poursuivi sur le sol camerounais des présumés membres de la secte Boko Haram avec les dégâts qu'on sait. Il pense aujourd'hui que la solution passerait par le renforcement des effectifs du côté des éléments de la défense. Notre pays, d'ailleurs, les recrutements sont annoncés à cet effet, même s'il revient sur la méthode utilisée par les responsables de la sécurité dans notre pays qui équipent les hauts gradés de l'armée de véhicules qu'il a appelés les VX. Il avait dit dans sa première interview qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'un État avec les VX. Aujourd'hui, il s'étonne de ce que justement l'armée dans son fonctionnement offre ces véhicules de luxe là et en face un gros tapage médiatique avec télévision, reportages et autres. Cela n'entre pas dans le cadre éthique de fonctionnement des forces de défense qui devraient être, ces forces de défense là, un peu plus discrètes et non tapageuses à partir justement de ces véhicules qui ne sont pas utiles pour la défense, surtout, dit-il, en période de crise économique. On ne devrait pas procéder à ce genre d'achat. Et on se souvient qu'un journal, une radio à Yaoundé a traité Peter William Manjo de jaloux des ministres en charge des services de sécurité dans notre pays. Il a entendu cela, il rappelle qu'il est combattant des libertés depuis des années et que naturellement il a joué les premiers rôles politiques à 34 ans, maire d'une commune du côté de Nitoukou, et à 40 ans il est député à l'Assemblée nationale. Cette interview est à lire. Il appelle le chef de l'État justement à procéder à ces changements qui seraient bloqués selon Peter William Manjo par ceux-là qui gèrent justement les patrons de la sécurité dans notre pays, qui semble-t-il veulent retarder l'échéance pour ce qui est du remaniement. Il dit aujourd'hui que le chef de l'État a fait un diagnostic clair et que le malade Cameroun est admis en réanimation. Lorsque le malade est admis en réanimation, voilà, il ne faut plus attendre longtemps pour procéder à la thérapie. Le journal Mutation nous donne également une note culturelle, même si elle n'est pas du tout sucrée ce matin, concernant les relations entre Amatutu Mouna et Ndedi Yango, qui n'a pas accepté participer à la réunion organisée il y a quelques jours du côté de Yaoundé par le ministre des Arts et de la Culture. Le prince des montagnes, rencontré par nos confrères ce matin, indique tout simplement qu'il ne souhaitait pas participer à cette rencontre-là parce qu'il aurait dû être invité comme président du conseil d'administration de la SOCAM. C'est à ce titre-là qu'il aurait pu participer à cette réunion. Il n'est pas là pour gérer justement quelques manquements. Il pense également qu'une situation comme celle-là ne devrait pas être gérée par le ministre, mais par les artistes eux-mêmes, parce qu'il y a une assemblée générale qui existe. L'œil du Sahel est dans les kiosques ce matin. Il nous amène justement à Limani, cette localité qui a subi les dégâts collatéraux de la chasse-poursuite organisée par les éléments de l'armée nigériane sur le sol camerounais. La vie après l'incursion de l'armée nigériane du côté de Limani, c'est le reportage que nous propose l'œil du Sahel ce matin, qui présente encore les impacts de balles et quelques dégâts dus à ce passage musclé de l'armée nigériane sur le sol camerounais. Mais on peut bien être surpris de découvrir également que dans le même journal, l'armée nigériane indique s'être arrêtée tout simplement à la frontière. Un porte-parole de cette armée-là dément ou dénie toute participation, toute incursion sur le sol camerounais. C'est à lire dans l'œil du Sahel, qui nous apprend également que 665 munitions destinées à Boko Haram ont été saisies du côté de Kousseri pour lever justement la menace qui persiste de ce côté-là. Peut-on parler de la faillite d'un système? Voda Presse s'interroge ce matin, s'inspirant du dernier discours du chef de l'État qu'il a livré à la nation le 31 décembre dernier, une sorte d'exercice d'auto-flagellation qui serait une façon pour le chef de l'État, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, de faire le procès de son propre système et de son propre régime. Plusieurs mots décriés par le chef de l'État sont disséqués par le journal ce matin, notamment pour ce qui est de ces carences chroniques du régime, les cas de tribalisme où il se dit clairement dans certaines administrations que les nordistes ont déjà mangé, c'est notre tour maintenant, notre temps est venu. Ce sont un peu les formules utilisées au Cameroun. Les jeunes savent par exemple que pour réussir à un concours aujourd'hui, on peut le faire à partir de son patronyme qui permet d'identifier votre appartenance
régionale ou ethnique à même de vous propulser ou tout simplement de vous freiner. Tout cela est disséqué par notre confrère ce matin, qui s'intéresse également à l'administration pénitentiaire, qui est un peu comme l'enfant pauvre ou les enfants maudits de Paul Biya. C'est dit également au cœur de la grande une du journal Vodapresse ce matin, qui s'intéresse justement à toutes les promesses qui ont été faites à l'administration pénitentiaire. Les éléments, comme on les appelle, les gardiens de prison, qui continuent toujours de croupir dans une certaine pauvreté. Ils sont considérés comme les parias de la République. Pourtant, plusieurs secrétaires d'État sont passés à la tête de cette institution et ont promis des choses qui n'ont pas été réalisées jusqu'à présent. L'intégration, l'hebdomadaire de Thierry Ndongo-Wonae dans les kiosques également ce matin, la tribune des communautés nous apprend que Bozizé est de retour au Cameroun. C'est le grand titre choisi par ce journal ce matin, qui est descendu du côté de la résidence de François Bozizé au quartier Golfe à Yaoundé et qui a constaté justement que l'ambiance est particulière par rapport à ce qu'on a observé lorsqu'il était annoncé que Bozizé avait quitté notre pays. Aujourd'hui, l'ambiance a changé, même si les éléments qui sont postés là-bas, les hommes postés là-bas sont un peu plus discrets, mais on peut les identifier à partir du sango pur, langue avec laquelle ils échangent de ce côté-là, mais également les manœuvres on va le dire, d'identification de tous les visiteurs de ce côté-là. Certains indiquent, et le journal le reprend ce matin, que François Bozizé est au Cameroun depuis le 15 janvier dernier. Il serait là pour une sorte de repli stratégique, question de se redonner une certaine pureté politique, peut-être d'envisager dans son agenda, qui reste quand même assez flou, un retour probable au cœur des affaires du côté de la République centrafricaine. D'ailleurs, l'objectif majeur présenté par notre confrère ce matin est que pour François Bozizé, il faut être plus proche du cœur des opérations, c'est-à-dire de la République centrafricaine. Et du coup, les Centrafricains de Douala, eux, ne passent pas par 4 chemins pour indiquer que la solution, la voie du salut du côté de la RCA est le retour de François Bozizé au pouvoir. Le journal s'intéresse à ce grand déballage de Katino et de Tchalaï Somba. On sait qu'elle a fait une sortie avec des témoignages poignants. Certains sont d'ailleurs repris par le journal ce matin sur sa vie. On apprend également dans les colonnes de ce journal que selon quelques accords mystiques pratiquement, Katino serait décédé devait mourir en 2014 pour utiliser l'expression claire là-dessus. En tout cas, ce qui l'a mené à ce déballage, son passage et sa présence controversée du côté du Gabon, les révélations dites inédites sur la mort de Zanzibar, c'est à découvrir également dans le journal d'intégration ce matin. Et on finit avec Alerte qui est dans le cadre de la rétrospective et nous propose un ensemble de femmes, mais ces femmes qui ont marqué l'année 2013 au Cameroun. Elles sont nombreuses, on peut déjà dévisager certaines à partir des photographies présentées en la grande une, journal Alerte ce matin, des femmes politiques telles que Françoise Founing. On peut noter également Aminata Idio. Il y a des femmes telles que Marlène Mvoutou dans les milieux des sports et l'histoire qui l'a conduite aujourd'hui du côté de la prison centrale de Kondengui. Matutu Mouna également, cité parmi ces femmes qui ont marqué l'année 2013 dans notre pays. C'est à découvrir dans les kiosques, tout comme on vous propose le magazine Diaspora qui est dans les kiosques également et nous propose une sortie de Luc Ouyoubi qui est stratège de l'emploi jeune. Il est ministre gabonais de l'économie, de l'emploi et du développement durable qui nous présente justement la stratégie d'intégration des jeunes, la vision qui vient du côté du Gabon avec une ouverture sur les 31 ans de renouveau du président Paul Biya. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. Passez une belle journée. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve demain à 7h30 pour une autre revue de presse. Une revue de presse que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet www.canal2international.net. On va tout de suite se rendre à Yaoundé. Que peut-on retenir des quotidiens et autres journaux paraissant dans notre capitale? Élément de réponse tout de suite avec Ebel Olinga, c'est ça? Oui, Ebel Olinga. Bonjour Ebel. Bonjour Souflane, vous l'avez bien remarqué, nous sommes bel et bien là ce jour encore une fois de plus pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous renouveler votre fidélité dans le cadre de cette lecture diagonale des titres parus ce matin.
Politique, médias et ambition croient savoir pourquoi le remaniement ministériel est incontournable. Le journal de Barthélémy Tchémdi donne dans ce numéro les raisons pour lesquelles Paul Biya doit retoucher son gouvernement. Il dit par exemple que le devoir moral de la reconnaissance de l'échec de l'actuelle équipe gouvernementale est une raison importante pour changer tous ces ministres, autant pour moi, et pour changer ceux qui ne sont notamment pas performants. Médias et ambition, dans l'analyse de ce matin, dit que la longue attente du remaniement ministériel observée jusqu'ici est du fait que le chef d'État voudrait instaurer le poste de vice-président. Peter Mafani Moussongué serait, selon cet hebdomadaire bilingue d'information générale, celui vers qui le choix du prince aurait été porté. Au sujet du fauteuil ministériel, justement, le quotidien Émergence, quant à lui, estime que l'audace et le sens de l'initiative manquent cruellement à nos ministres. Le journal de Magnus Biaga indique à cet effet que Biya cherche des hommes neufs. Le quotidien Émergence pense que le remaniement ministériel qui tarde à venir serait dû au fait que le prince, dépassé par les événements, aurait pris le recul afin de mieux choisir les hommes qui doivent venir rompre avec l'inertie et l'embolie, lesquels mots minent le gouvernement. Émergence relève cependant que le mal-être du gouvernement et sa faible performance pourraient aussi se justifier du fait que la crainte du chef de l'État inhibe ses ministres. Tous ou presque attendent les hautes instructions. Ils sont tous champions du profil bas et spécialistes en organisation des séminaires et forums. Le journal de Magnus Biaga va jusqu'à se demander à quoi servent même les ministres s'ils ne peuvent pas initier, anticiper, contrôler et gérer de façon optimale les ressources et les moyens arrêtés pour leur département ministériel. De Spark ne semble pas être du même avis que le quotidien Émergence. L'étincelle de l'info pense plutôt que le sursaut patriotique est notre salut. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une de ce journal ce matin, lequel pense que le mal se trouve dans l'individualisme. Le journal de Pauline Billon dit que l'intérêt particulier, le repli identitaire, l'égoïsme constituent la gangrène qui condamne le Cameroun au sous-développement parce que, ajoute de Spark, incapable de fédérer les énergies centrifuges qui permettent au peuple soudé de relever tous les défis. Il faut déclencher le sursaut patriotique, clame l'étincelle de l'info ce matin. Le journal de Spark s'intéresse également aux problèmes soulevés par la fermeture de la frontière côté Guinée équatoriale. L'étincelle de l'info pense que le président Obiang-Nguema Bazogo est un homme incompris. Le journal de Pauline Billon dit que le chef de l'État équato-guinéen est un panafricaniste convaincu, mais incompris parce qu'il a de nombreuses craintes quant à une éventuelle invasion de son territoire du fait de la libre circulation. Des craintes, ajoute de Spark, sans hypocrisie, sont reconnus de tous comme étant bien fondés. Toute chose également constatée par le billet hebdomadaire L'Exemple, le journal de Jules Apollinaire Atangana, qui s'est questionné pourquoi la Guinée équatoriale, scelle-t-elle ses frontières, est allée investiguer et nous indique ce matin que le pouvoir de Malabo, en voyant ce qui se trame en Centrafrique, a tôt fait de fermer ses frontières. La Guinée équatoriale y perçoit la mire française sur le Cameroun, et voudrait tenir à distance la France et protéger son pétrole des velléités de cette puissance occidentale en récession. La crainte de la Guinée équatoriale a peut-être trouvé quelques assurances puisque dans sa parution de ce lundi matin, Cameroun Tribune nous apprend que la frontière est réouverte côté équato-guinéen. Le journal de Marie-Claire Nana indique que l'annonce a été faite vendredi dernier par les ministres camerounais et équato-guinéens des relations extérieures. Une annonce qui est tombée peu avant l'installation à Ebolova des membres du comité mixte permanent de suivi des questions consulaires et de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et parmi les missions assignées au dit comité justement, il y a l'évaluation de toute menace ou exactions, de faire des propositions concrètes pour maintenir la paix et la sécurité le long de la frontière camerouno-équato-guinéenne. Les détails à la page 5 de Cameroun Tribune. Restons dans les frontières pour lire dans ce titre en pied une du quotidien bilingue national
que 4 personnes ont perdu leur vie à Bakassi. Les victimes seraient des pêcheurs et leur pirogue se serait renversée alors qu'elles revenaient du centre de pêche de Bit-Béli. Les détails sont également à retrouver dans le quotidien bilingue national en page 21. Le quotidien L'économie est disponible dans les kiosques ce matin. Il nous parle dans cette édition des enjeux des nouveaux taux de la BEAC. Le journal de la valeur ajoutée indique qu'en l'espace de 6 mois, la Banque centrale a réaménagé à 2 reprises ses taux directeurs pour amener les banques à financer davantage l'économie. De l'avis des experts, selon le journal de Thierry Ekouti, ces réaménagements sont certes importants et avantageux, mais n'inciteront pas les banques commerciales que compte la communauté économique des États de l'Afrique centrale à financer les entreprises, mais plutôt à investir dans les projets de développement des États de la CEMAC, car les risques demeurent importants. Le quotidien de l'économie propose à la suite de cet article sur les recettes de la BEAC pour accompagner justement les banques à prêter justement à l'économie des pays. Une interview de Alban Clovis Fongan, le directeur de la financière de l'épargne et du crédit, dans son analyse sur l'impact des réaménagements effectués par la BEAC sur certains taux directeurs, pense que ces mesures vont accroître la surliquidité des banques. Le pied de une du journal de la valeur ajoutée parle du secteur de la microfinance. D'un œil d'expert, Célestin Kunku dit comment accélérer la délivrance des attestations de non-délivrance par les établissements de microfinance. Selon lui, on a toujours l'impression que nos autorités font toujours semblant d'être surprises par les moindres événements à propos du refus ou du retard dans la délivrance des attestations de non-redevance. S'agissant de la facilitation de la délivrance des attestations citées plus haut, il existe un grand besoin de transparence en toute confidentialité. L'expert propose au MINFI 7 points qui, à son avis, peuvent lui permettre d'anticiper les réticences de certains EMF redoutant la concurrence. C'est tout pour cette revue de presse de ce lundi, premier jour de la semaine. Sofiane, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à demain s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup Ebel, à demain. J'espère que vous passerez une excellente journée et que ce sera toujours avec le même plaisir que vous déboulerez dès 7h45 sur les antennes de Canal 2 International pour une autre revue de presse. Nous allons tout de suite nous